Tiers livre atelier d'écriture, on est toujours dans le cycle été 2023, on est la 12, ce qui veut dire, selon le principe, là, pour la première fois qu'on testait dans ce cycle, une proposition principale le dimanche, mais en milieu de semaine, une proposition bis, exploration à travers la première, ça veut dire qu'on est en fait à la 24e poussée dans un surgissement d'écriture. On n'arrête pas d'ouvrir ces surgissements et c'est comme ça que ça se fabrique. On va basculer dans la synthèse, dans la conduite, mais pour l'instant, à lire les plus de 1300 contributions, j'ai l'impression qu'on est encore là. Il faut l'entretenir, ce mouvement-là de surgissement. Alors au début, ce cycle, maintenant, des fois, je l'appelle juste du roman. On est dans les techniques, justement, de roman parce que oui, de la prose, du récit, des personnages, des situations, des lieux, mais la singularité de chacun émerge à travers ça. La singularité, c'est la façon de raconter l'histoire à travers tous ces éléments. Au début, j'avais pensé ça, j'appelais ça comédie humaine au pluriel, à cause de Balzac. Et je crois que cette fidélité, je m'y tiens. Alors je m'y tiens de quelle façon ? Mais par exemple en relisant Balzac un petit peu tous les jours, un petit peu continuellement. Là, je relisais Adieu, La fille aux yeux d'or, hier soir le début du cousin Ponce. Alors, ça s'est traduit par quoi ? Eh bien, ce matin, je suis descendu au sous-sol, parce que je ne montre pas la totalité de ma bibliothèque, ou de mes bibliothèques, ou de nos bibliothèques, jamais, et j'ai remonté des paquets de Thomas Bernhard. C'est bien, ça permet de faire le point, tu dis, lesquels il me manquent, bah ouais, tout simplement, tu as perdu en stage, prêté, ou n'importe, il n'y a pas Maîtres anciens, par exemple, ça... comment... Si je n'ai pas Maîtres anciens chez moi, je deviens quoi ? Inversement, il y a ceux que tu découvres avoir en double. Tu as deux bétons. Bah oui, parce que c'était aussi, je m'en souviens, cet hiver 2009-2010 où on était à Québec, où on vivait à Québec, mais j'avais une journée à la fac de Québec, une journée à la fac de Montréal. Et à Montréal, ça pulsait assez lourd, cette fac de lettres, le département de Benoît Mélenchon, et je sais que les étudiants, j'avais voulu les faire travailler forcément à un moment donné sur Thomas Bernhard aussi. J'étais allé, c'est une librairie qui a disparu depuis, là, qui était là, Côte des Neiges. Oh, le nom va m'échapper, c'est pas grave, c'est juste la petite détresse là, qu'elle est fermée maintenant. Et je vais racheter en folio les livres que chez moi j'avais en collection originale, et c'est de ça qu'on va partir. Non pas le naufragé, mais des arbres à abattre. Alors, est-ce que c'est nécessaire que je fasse un petit rappel Thomas Bernhard ? Pourquoi pas, juste pour situer quand même. Alors, vraiment, vite. Ce qui nous intéresse peut-être aussi, là, nous, par rapport à toutes ces démarches-là qui balancent entre pratique de l'écriture, construction de projet, affirmation, et qu'un projet puisse nous emmener dans un pays d'écriture qui n'était pas celui qu'on prévoyait trouver en soi. Thomas Bernhard commence par des écritures de poèmes, principalement. Et puis, il faut bien gagner sa croûte. Il travaille aussi comme scénariste. On trouvera beaucoup de traces de ça dans son théâtre. Le faiseur de théâtre, Au but, Dramascule. Il y en a d'autres. Il est souvent joué de toute façon, mais c'est pas une écriture si différente. La question, là, de la forme va être celle du monologue. Les premiers romans, pour lui, seront de facture, j'allais dire, classique. Bon, bien sûr, maintenant, on le reconnaît. On dit, ça, évidemment, c'est du Thomas Bernhard. Il y en a deux en particulier, vous voyez que c'est des choses épaisses, où il y a déjà sa marque formelle dans la plâtrière. C'est un livre de 224 pages grand format, et c'est un seul paragraphe, un bloc paragraphe tout du long.
La plâtrière correction est dans ce jeu-là. Il y a un livre qui pour moi peut-être une importance plus sensible. Il s'appelle Perturbation. Et là on voit la facture classique au départ, des dialogues, des paysages. Donc on est réellement dans la fabrique du roman telle que nous on l'explore. Et la thématique est simple, mais totalement allégorique. C'est lié aussi à Büchner, à Hoffmann. Il est autrichien, viennois. Le narrateur s'embarque avec un médecin de campagne. Est-ce que c'est son père? Je ne sais plus, je n'ai même pas réouvert. Et ce médecin de campagne, il l'accompagne dans une tournée, voir les patients. Et dans ce lieu-là d'Autriche provinciale, on s'enfonce dans une vallée. À mesure qu'on s'enfonce dans une vallée, elle est plus étroite, plus haute, logique. Donc il y a moins de soleil, plus d'ombre, du froid, plus d'isolement. Et on remonte une suite de patients. Donc la maladie, la détresse va petit à petit signer tout ça. Et tout au bout, on arrive dans une espèce de nid d'aigle, de château. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus de paragraphes. Et là, pour moi, la gorge devient encore plus étroite au bord de la rivière. Les sapins sont remplacés par les pins. Il devrait y avoir des truites par ici, dit mon père. C'est effectivement le père du narrateur qui est le médecin. J'étais horrifié à l'idée que des gens puissent vivre à l'endroit où se trouvait le moulin Frohlach. Et quels gens, il s'exhalait des oiseaux morts, une odeur singulièrement putride, dis-je, les uns, etc., etc. On est toujours dans les paragraphes. Et à un moment, le jeune Kreiner, vous voyez, l'examen était difficile. Tout d'un coup, là on y est. La deuxième moitié du livre s'intitule « Le prince ». Et ce prince-là, sa première moitié, l'enfoncement dans la gorge. Et deuxième moitié, on tombe tout au bout, chez ce type qui vit, lui, dans une espèce de ruine seigneuriale. Et là, tout d'un coup, c'est lui qui prend la parole. Et on a un monologue. C'est-à-dire que tout d'un coup, Thomas Bernhard, poète, scénariste, qui s'essaye au roman, et la plâtrière, aux corrections, sont des livres qui tiennent, peut-être d'ailleurs sont juste postérieurs précisément à Perturbation, tout d'un coup a trouvé sa manière. C'est-à-dire, là, on est dans le roman, et là, tout d'un coup, avec le monologue, on a franchi une étape. Alors le monologue, évidemment, Virginia Woolf, Joyce, c'est déjà formellement dans le paysage. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Là, peut-être, c'est plus la question de la vie. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va bifurquer de ces séries de livres qui gardent encore du classicisme à ce qu'on va la suite, la percussion de livres qui finira avec son tout dernier et qui s'appelle Extinction. C'est quoi? C'est un type qui revient de l'enterrement d'un ami, artiste, musicien, qui s'est suicidé. Et avec ça, c'est dans le train, c'est un monologue. Et là, on est déjà dans le thème qu'on va prendre, nous. On a un peu plus de 400 pages. Un seul bloc paragraphe de 400 pages. Extinction. Alors, par où commencer même, Thomas Bernhard, je ne sais pas. Mais c'est ce que je voulais juste situer pour ça, c'est cette suite de livres. 3, apparemment, il m'en manque encore un, c'est pas grave du tout. Le froid, la cave, le souffle, si, c'est celui-ci. Un enfant, d'ailleurs, en allemand, ces livres qui, dans les traductions françaises qui sont excellentes, d'ailleurs, Albert Cohn, sont en allemand. Le jour, c'est Claro qui Qu'est-ce que c'est ce livre en allemand qui s'intitule, je ne sais plus, mais si, ça, c'est Le froid, la cave, le souffle, un enfant. C'est 4 incises autobiographiques de Thomas Bernhard qui, en Allemagne, ont été rassemblées dans un seul livre du format à peu près d'Extinction avec un titre spécifique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous, on peut rester sur cette idée-là? Parce que ces 4 livres qui n'ont aucune liaison, aucune continuité,
des uns aux autres. Simplement, il s'agit de moments, il s'agit de 4 instants. Le froid, une mise en quarantaine, le souffle, une décision, la cave, un retrait. Ça, je m'en suis souvent servi en atelier d'écriture aussi. C'est le jour où j'ai pris le chemin opposé. Un gamin de 16 ans qui va au lycée et tout d'un coup, il se retourne. Les gens qui, normalement, soit ils les doublent, soit ils se doublent, enfin, en tout cas, tout le monde converge vers le centre-ville et le lycée, eh bien, tout d'un coup, non. Il retourne chez le grand-père et il lui annonce que l'école s'est terminée, qu'il veut la vie active, matérielle, concrète, faire ses expériences. Et le grand-père lui trouve un petit boulot dans une épicerie, l'épicerie du quartier. Ce qui fait que là, il va passer tout l'hiver, non pas à découvrir la vie, mais découvrir la cave où le gars lui demande de dégermer les pommes de terre. Et que dans cette cave, il fait froid. C'est là où il va choper cette pneumonie. Et puis, oui, mais c'est le jour où j'ai pris le chemin opposé, mais je ne savais pas que ce serait la cave. Je ne savais pas que ce serait les pommes de terre. Je ne savais pas que ce serait l'épicerie. Et puis, là, ces brutalités là, de ce type. Et puis, je ne savais pas que ce serait la pneumonie. Et puis, du coup, l'enchaînement vers la tuberculose. Mais là, moi qui écris, est-ce que j'écrirais s'il n'y avait pas eu ça? Et là, on a tout d'un coup, dans ce nœud, c'est-à-dire le seul instant où, le jour où j'ai pris le chemin opposé, la marche vers le lycée de l'adolescent, et on fait demi-tour. Et les gens, on les voit de face. Et puis, tout ce qui s'ensuit n'est pas du tout, évidemment, prévisible à ce moment-là. Par contre, quand on déplie l'écriture là, maintenant, tout s'enchaîne dans cet arbitraire. Et idem pour le froid, c'est-à-dire ce développement de la pneumonie, et inversement, dans ces établissements qui existaient encore, et qui ont encore une interférence considérable avec l'histoire littéraire. Pourquoi? Parce que c'est des tranches sociales verticales. C'est-à-dire que dans ce jeune type de 17-18 ans là, qui est mis dans un sanatorium, eh bien, découvrira, à côté, il y a un vieux violoniste et puis une dame. La dame, c'est elle qui va lui faire lire des livres. Et puis le violoniste, etc. etc. Et cette naissance à lui-même, elle s'effectuera par l'arbitraire ou l'artifice du sanatorium. Le froid, une mise en quarantaine, et puis le souffle, il ne faut pas le lire le premier, mais si vous enchaînez ça, le souffle, c'est fini. Quoi. C'est-à-dire, on a fait un pneumothorax, et là, c'est le grand hiver dans ces montagnes, et on l'installe sur une chaise longue avec des couvertures sur le balcon, et il est probable que ce sera sa dernière nuit. L'inflexion, il l'aperçoit. Au matin, il est vivant. Et cette inflexion, cette rage-là, ce qu'on comprend en soi, le souffle. Et c'est juste un petit peu bizarre, parce que le 4e, c'est un enfant. Alors, un enfant, j'allais dire, moins violent, c'est pas ça, des images, c'est-à-dire, c'est la relation au grand-père, c'est celui qui l'élève, c'est évidemment le contexte de la guerre 39-45 en Autriche. Ça veut dire les chants hitlériens à l'école ou dans les scouts du mercredi. Ça veut dire aussi, en 1945, les types qui tirent sur les avions américains, les parachutistes, les nazis au SS qui tirent. On voit descendre ces parachutes avec des cadavres dessous. C'est 4 petites tranches, et j'en parle, même si c'est pas là-dessus qu'on va travailler, c'est fini, ma petite incise, parce que là, on est dans l'autobiographie. Et un travail d'autobiographie donc, qui se présente de façon discontinue, il n'y a pas de cohérence, de continuité, c'est des moments qu'on prend. On travaille l'autobiographie depuis ces moments charnières. Mais des livres donc qui n'ont pas de durée référentielle. Le jour où j'ai pris le chemin opposé, pac, ce moment-là, le souffle sur le balcon dans la nuit. Et à partir de ce moment-là, les livres de Thomas Bernhard ne seront plus les mêmes. Je prends Wittgenstein, c'est pas celui-ci. Je prends, Le naufragé. Der Untergeher en allemand, celui qui va dessous.
je ne vais pas mettre en cause le titre Le Naufragé, de toute façon, je n'ai pas mieux. Mais moi, quand je lis, c'est Bernard Kreis, donc là encore, de sommet de virtuosité et d'intelligence dans la traduction. Simplement, va traduire Der Untergeher, celui qui sombre. Il y a encore dans celui qui sombre la référence à l'élément marin, qui n'est pas du tout évidemment là de quoi il s'agit. On est à Salzbourg, la ville de Molière. Le narrateur est musicien, il est pianiste classique. Il vient faire un stage, je crois, avec un grand pianiste qui s'appelle Horowitz. C'est ses ateliers d'été, comme nous on fait atelier d'été. On est à Salzbourg, ça va durer 1 mois ou 2 mois. Donc on s'est mis en colloque. Il y a justement une propriétaire là, qui loue des chambres tous les ans aux jeunes musiciens qui viennent faire ces stages là avec Horowitz cette année-là. Et puis ils sont 3. Et puis on apprend justement que le deuxième, qui est autrichien aussi, il vient de se suicider. Donc là, on est déjà dans le thème d'extinction. Extinction, c'est comme si c'était même une espèce d'amplification là, d'un Untergeher. Et ce qui se passe, il y a un Canadien dans les 3. Et le Canadien, à peine il est arrivé là dans la chambre, qui rouspète parce que dans la cour, il y a un tilleul et que le tilleul fait de l'ombre et que lui, le matin, pour jouer son bac à ses exercices, il a besoin de lumière. Et le type, sans rien dire à la propriétaire, dans la resserre, la remise, elle a trouvé une hache, puis les Canadiens, il casse l'arbre. Hop là, démolit l'arbre. Oh. Et ce type, en plus, c'est pas il joue mal. C'est-à-dire, il joue pas du tout comme les autres. Il se met beaucoup trop bas, là, il travaille, là. Il est québécois. Non, il est pas québécois. Il est canadien. Mais bon, si je parle québécois, ça fait un peu ça. Et il joue comme ça, et en plus, il melonne, comme on dirait dans le Poitou. C'est pas comme ça qu'on fait quand on vient travailler avec Horowitz. Oui, simplement 20 ans après, ce type-là, qui s'appelle Glenn Gould, il est devenu ce pianiste. Il était déjà génial. Comment tu peux comprendre qu'un type soit génial alors que toi, avec toute l'intelligence que tu mets, tout le travail que tu mets, et que, a priori, tu joues beaucoup mieux que lui? Tu n'as pas ça. Et ça, c'est Der Untergeher. Et lui, le narrateur, ça tombe bien, puisqu'il est devenu justement celui qui écrit des livres. Il a échappé à ça, parce qu'on ne peut pas vivre avec ça. Et l'autre, il a voulu devenir musicien classique. Il a fait une bonne carrière de pianiste classique. Mais oui, mais ça craque. Il s'est suicidé. Et lui, heureusement qu'il est parti dans les livres. Quant à Glenn Gould, bon, simplement, Thomas Bernhard, est-ce que jamais il a appris du piano? Non, il a joué du violon. Et encore. Et est-ce que Horowitz est jamais venu mener des workshops à Salzbourg? Non, jamais. Est-ce que Glenn Gould a travaillé avec Horowitz et est venu à Salzbourg? Non, jamais. Der Untergeher est une fiction, simplement c'est une fiction avec un personnage réel, Glenn Gould. Pour le reste, on parle de l'art, ce qui s'apprend pas. Et c'est pour ça que ça nous concerne, etc. Vous trouverez ça aussi dans un autre, là, justement, celui qui me manque, je suis en rage, qui s'appelle Maîtres anciens. C'est un type qui, tous les jours, vient au musée, à Vienne, s'assoit devant le même tableau, reste là. Et évidemment, il y a des discussions qui s'amorcent avec le gardien. Le gardien trouve un peu bizarre qu'un type vienne tous les jours regarder le même tableau. Puis il y a les gens qui traversent, etc., etc. Maîtres anciens. Arbres à abattre. Il est là. Alors, Arbres à abattre, c'est aussi un titre. C'est quoi le titre original? Holzfällen, eine Erregung. Alors, Erregung, une irritation, je veux bien. Holzfällen, bon, arbres à abattre, j'ai pas mieux. Faire tomber du bois ou abattre. Arbre n'est pas dans le titre. Holz, bois, c'est la matière. Et fällen, donc Holzfällen, c'est abattre. Quand c'est du bois, on va abattre et pas faire tomber. C'est pas le bois qu'on fait tomber, c'est abattre. Là, pour moi, c'est important là, de se mettre là-dedans. J'ai pas mieux que Arbres à abattre. Et là, c'est encore Bernard Kreis qui
qui traduit, mais savoir justement à quoi s'affronte le traducteur quand ça commence par le titre. Et on peut penser aussi à ce livre de Heidegger qui s'appelle Holzweg. Et là, de quoi ça parle? Holzweg, Holzweg, c'est pas Fällen, c'est Weg, c'est le chemin. Quiconque s'est perdu dans une forêt allemande comprendra de quoi je parle. Holzweg, c'est le chemin. Alors maintenant, tu as des machines, c'est affreux, c'est des grosses routes de 4x4 avec d'énormes machines qui vont faire tout le broyage et tout ça. En même temps, Holzweg, c'est le chemin que fait le bûcheron. Donc c'est un chemin qui ne va nulle part. Et le titre français, c'est « Chemin qui ne vont nulle part ». Mais chemin qui ne vont nulle part, tu mets l'arrivée avant de mettre justement, le Weg, le chemin. C'est le chemin par lequel tu vas rencontrer ce qui va faire toi et ton travail et ta richesse. L'arbre que tu vas faire tomber. Holzfällen. Heidegger, chemin qui ne vont nulle part. On n'est pas du tout chez Thomas Bernhard, mais pour moi, je voulais mettre un petit peu ça en truc. On est dans Vienne. Alors, il y a toujours aussi sur Thomas Bernhard, tout ce truc qui, moi, m'emmerde, mais alors profondément. L'auteur, elle a critiqué le pamphlet, elle a colère. Bon, c'était pas un... Puis, quand tu as traversé ces trucs, par exemple, cette amitié avec cette dame là, du sanatorium, c'était jusqu'à la fin de la vie de cette dame. Et Thomas Bernhard, il avait quoi quand il est mort? 51, 52. Donc tu le sais que tu feras pas de vieux os. Alors là, c'est pareil, je peux même pas réviser, mais ça te triche pas, tu t'en fous d'aller critiquer la petite société viennoise. Ce avec quoi tu t'expliques, c'est avec quoi? C'est la littérature. Et Thomas Bernhard, il y a peut-être quelque chose qui est intéressant, c'est que le destin en tant qu'artiste, ce que creuse en toi, c'est ce travail d'artiste, et je veux dire ce qui ne s'éduque pas par le travail. Et ça nous concerne profond pour la question de l'atelier d'écriture. Est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on transmet? Est-ce que la littérature s'apprend? Ben là, il y a quelque chose qui tient à cette espèce d'absolu de l'art. Puis cet absolu de l'art, pour lui, c'est le souffle, là, c'est le sanatorium, c'est cette après-expérience de mort. Mais si tu fais littérature de ça, non, toi, tu vas parler juste du balcon, du froid, voilà, le souffle, une décision. Comment tu prends à l'intérieur de toi, obscurément, là où, il n'y a plus rien à faire, tu vas vivre. Et ça résonne, et c'est ça qui fait cette grandeur, cette densité, là, cette abrupte de Thomas Bernhard. Pour moi, c'est quelqu'un d'aussi grand que Dostoïevski au même endroit, mais c'est pareil, on retombe sur des jugements, laisse tomber. Arbres à abattre, il s'agit de quoi? On est à Vienne, c'est d'accord, on n'est pas dans le vide là du musée Maîtres Anciens, on n'est pas dans cette colloque là, du naufragé avec les trois jeunes pianistes qui apprennent à vivre ensemble. À Vienne, on vient d'assister à la première d'une pièce de théâtre. Oh là là, c'est mondain, c'est le beau Vienne. Et puis, on se retrouve justement dans un de ces salons mondains dans le centre-ville, tout près du théâtre. C'est un bel appartement, c'est une réception. Et on attend justement l'acteur principal de la pièce. Mais il n'y a pas de problème. Oh là là, attendez, on en a quand même pour un peu plus de 220 pages. Mais il va venir, il va arriver. Simplement, lui, il va arriver avec un peu de retard. Donc on l'attend. Donc la soirée ne commence pas tant que le gars est là. Donc ça parle, ça... Maîtres Anciens. Et lui, le narrateur, il est où? Il est dans un fauteuil à oreille. Ce qui n'est pas neutre, je ne sais pas le mot allemand pour ça, c'est une espèce de grand fauteuil enveloppant avec deux trucs là, de chaque côté. Mais ce n'est pas significatif, c'est-à-dire que c'est aussi un appareil auditif. C'est-à-dire que selon où tu regardes, selon comment tu orientes, tu peux entendre tout ce qui se dit dans la pièce. Fauteuil à oreille, c'est presque comme si là, ces deux trucs du fauteuil étaient une espèce d'antenne à recevoir la moindre conversation, et en même temps ça te protège, c'est-à-dire que toi tu es là, tu rumines dans ce fauteuil, tu vois les visages, tu peux ruminer tout ce que tu veux. Si tu n'adresses pas la parole,
personne ne viendra te parler. Toi, là, avec la tronche que tu fais, en plus, là, qui est plantée dans ton fauteuil à oreille, eh bien, si cet acteur, là, on l'attend pendant 40 minutes, entre le moment où on arrive dans cet appartement et cette réception mondaine, et puis le moment où viendra ce type qui a fait la pièce et le spectacle, tu auras ruminé 40 minutes dans ton fauteuil à oreille. Il y a un dépli temporel, c'est-à-dire que ce type-là, il dit que 20 ans plus tôt, il fréquentait, c'est pour ça qu'on l'a invité, fréquentait pas mal, et ce lieu et ces gens, simplement, la vie vous a séparés, les destins changent, et tu revois, pensez au temps retrouvé de Marcel Proust, tu revois de façon tant différente ces gens que tu connaissais il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il était déjà dans ce fauteuil à oreille. Il se souvient des conversations dans ce fauteuil à oreille. Et c'est... ça y est, vous l'avez compris, ma consigne? D'abord, le monologue. Et là, ça chipote pas, c'est pas il préfère les blocs. Non, 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 non. Thomas Bernhardt écrit en paragraphe. Là, c'est un paragraphe qui fait 220 pages. Monologue intérieur, c'est-à-dire que le narrateur ressasse. On est dans ce que ressasse silencieusement le narrateur. Mais dans ce qui ressasse, il y a les perceptions visuelles, les conversations qu'on entend, il y a les souvenirs, c'est-à-dire la même chose, mais tout d'un coup, c'est 20 ans plus tôt. Il y a les scènes qui reviennent de la ville, et puis les souvenirs liés. Là, et ça traverse aussi par l'insertion de phrases qu'on entend, entre guillemets, des choses qui ont été dites, ou c'est plutôt des italiques qu'il utilise, des souvenirs de mots, de phrases. Et par contre, fauteuil à oreille. Fauteuil à oreille, il va le répéter combien de fois là-dedans? 200 fois, 300 fois. J'ai pas pris la première page. Ça, soit vous l'avez chez vous, soit vous le passez dans n'importe quelle librairie bibliothèque pour le trouver. S'ils ne l'ont pas, c'est que vraiment, c'est pas la peine d'y revenir. Et puis, tout simplement, il y a aussi des extraits, tout ça. Moi, j'ai photocopié là, dans le petit texte là, que je vous mets traditionnellement. Juste là, c'est vers la page 22-24. C'est le moment où, ça y est, il a installé son truc. Alors, l'installation, elle est intéressante. Tandis qu'ils attendaient tous le comédien qui leur avait promis de venir dîner chez eux, c'est bon, t'as le pitch. Dans la Gänsegasse, vers 11h30, après la première du Canard sauvage. J'observais les époux Auersberger exactement de ce même fauteuil à oreille, ligne 4, première occurrence, dans lequel j'étais assis presque chaque jour. Au début des années 50, pensais que ça avait été une erreur magistrale d'accepter, donc la situation totalement artificielle du narrateur, l'invitation des Auersberger. Pendant 20 ans, je n'avais plus vu les époux Auersberger. Le statut de la récurrence, on macère, on rumine, je vous dis. Eh ben, vous avez le droit, c'est-à-dire le monologue, ça ne s'interrompt pas. Et pour ne pas l'interrompre, eh bien, ruminez, eh bien, répétez. Prenez la liberté de mâcher vos assonances. Et voilà que le jour même de la mort de notre amie commune, Johanna, donc ce thème de jour même de la mort, comme on a dans Untergehr, le naufragé, comme on a dans Extinction. Comme par hasard, je suis tombé sur eux au Graben et j'ai accepté sans hésitation de me rendre à leur dîner artistique. L'expression dîner artistique, elle est tout ce qui tombe de chape sociale et critique, comme les époux Auersberger ont appelé leur souper pendant 20 ans. Je n'ai plus rien voulu savoir des époux Auersberger. Pendant ces 20 ans, j'avais eu la nausée rien que d'entendre leur nom prononcé par des tiers, pensais-je dans le fauteuil à oreille, deuxième occurrence. Et voilà maintenant que les époux Auersberger, combien de fois là, on est déjà 1, 2, 3, 4, on est la 5e occurrence du nom propre, me confrontent avec leurs et avec mes
années 50, pendant 20 ans, combien de récurrences là des 20 ans, j'ai fait en sorte de ne pas me trouver sur le chemin des époux à Auersberger. En 20 ans, je ne les ai pas rencontrés une seule fois, c'est juste maintenant, comme par hasard, qu'il a fallu que je tombe sur eux au Graben, pensais-je. Ça avait fait effectivement une bêtise énorme d'aller au Graben ce jour-là précisément. Voilà. Et si on... cette espèce de jeu magistral, ultra évidemment composé, où tout était ultra précis et travaillé. Et retour des années durant, jusqu'à plus soif, pensais-je, dans le fauteuil à oreille, en très peu de temps, j'avais bu plusieurs verres de champagne tout en observant les Auersberger, là aussi toujours la récurrence. Je pensais dans le fauteuil à oreille, c'est elle qui t'a adressé la parole au Graben, pas son mari. Et toi, tu as aussitôt accepté l'invitation, ils t'ont adressé la parole par derrière, pensais-je, sans doute il y a déjà un bon moment qu'ils t'observaient à ton insu, renversement. Y avait-il ils ont marché derrière toi, t'observant, et brusquement, au moment décisif, ils t'ont adressé la parole. Il y a des années de cela, pensais-je, dans le fauteuil à oreille, j'ai moi-même observé Auersberger qui ne dessoule plus depuis 30 ans alors qu'il est passé dans la Rotenturmstrasse avec une femme inconnue de moi, la quarantaine environ, effectivement, à Vachy, etc., etc., etc. Regardez de près comment ça se construit. Vous avez déjà plus de 20 contributions à ce cycle. Des questions de situation collective, on en a manié. Des questions de personnages, on en a manié. Est-ce qu'on est entré dans la tête des personnages? Oui, un petit peu, là, ces dernières propositions. Le personnage qui s'adresse, qui conteste ce que fait de lui le narrateur ou la narratrice. C'est la première fois qu'on tentait ça, et c'est très déstabilisant pour vous lancer une proposition comme ça tellement timidement, et puis vous voyez ce qui surgit, et c'est ça qui vous pousse, ça y est, on y est. Là, c'est Thomas Bernhard. Eh bien, vous prenez une situation, soit déjà évoquée dans vos précédentes contributions, soit parce qu'elle est là, sur votre chemin, et qu'elle tombe. Ben ouais, il y a des personnages, il y a tout ça. C'est le roman. Et le narrateur ou la narratrice, parce qu'on est, nous, dans la fiction, le roman. Et justement, est-ce que c'est Thomas Bernhard dans ce fauteuil à oreille? Non, Thomas Bernhard, on le connaît. Il écrit. On est dans un personnage de fiction, on est dans sa tête, dans son monologue, dans son ressassement. Lui, il est immobile. Là, ça dure 40 minutes, mais le jour où j'ai pris le chemin opposé, ça dure à peine un instant. Et c'est ce qu'il ou elle rumine intérieurement avec les souvenirs, les époques, avec les visages, avec les paroles, avec la pensée sur soi-même, et c'est un bloc paragraphe. Alors vous allez le faire en 10 lignes, bon, franchement, économisez les pixels. Est-ce que vous allez le faire en 220 pages alors que vous avez 3 jours? Probablement pas. Mais pensez, quelle que soit la part quantitative de ce que vous ouvrez dans l'écriture, que potentiellement, vous avez quelque chose d'énorme comme extinction. Vous avez plus de 400 pages, grand format, de ce monologue. Arbres à abattre, Holzfällen, mais ce qui compte, peut-être, c'est le fauteuil à oreille. Ce personnage immobile, qui, pendant une durée qui ne dépend que de vous, est en train de ressasser. Comment vous l'asseyez? Comment vous le placez? Comment est-ce qu'il est? Tenez, béton. Ouais, j'ai mis béton tout à l'heure, je l'ai vu passer, béton. Là, on est au Baléares, à Majorque, c'est infernal, faut pas y aller, il n'y a que des touristes anglophones, germanophones. Béton, ce type, il n'arrive pas à finir son livre. Il est dans un manuscrit, et t'as beau faire tout ce que tu veux, écrire, ça vient pas comme ça. Donc il part là pour 2 mois à Majorque.
là, avec un studio, vue sur mer, au 8e ou 10e étage, béton. À côté, il entend qu'il y a quelqu'un qui... Oui, parce que lui, il n'arrive pas à écrire. Il y a quelqu'un dans le studio d'à côté. Et puis un matin, bah, il n'y a pas de bruit, parce que quoi? Parce que la voisine a sauté du 8e étage. S'est écrasée sur le trottoir en bas. Voilà, c'est ça. Le paragraphe rumination béton, bah, là, tu es sur ce balcon-là. Balcon, face, mer, avec trottoir. 8 étages plus bas. Et toi, tu n'arrives pas à écrire. Et celle d'à côté, c'est bien pire. À vous d'écrire. Impatient de ce qui va en surgir.